Bonsoir. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Maxime. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ben oui, bienvenue, comme à tous et toutes d'ailleurs, à ce 19e épisode de La Liberté à la porte, cette émission de web télé hebdomadaire enregistrée devant public au 82 rue Sherbrooke-Ouest, chaque mercredi à 18h. Wow, ça prenait beaucoup de souffle pour dire ça. Oui, ça m'a pris du temps. Il a fallu que je le répète Devant ton quelques miroir. fois. Oui, tout à fait. Mais écoute, félicitations, tu t'en es très bien sorti. Merci bien. Dis-moi Maxime, qui est-ce qu'on reçoit ce soir? Eh bien, on a la chance de recevoir M. Sébastien Ricard, qui va venir nous parler notamment de ses impressions sur la présente campagne électorale. Également, on a un débat qui est présenté par le regroupement, en fait, le site Internet vigile.net. Un site d'information, ma foi, foisonnant d'informations. Une chance que c'est un site d'information parce que ça informe. Tout à fait. Mais ça informe notamment sur la question nationale. Et donc, on a Florent Michelot et Jean-Claude Pomerleau qui vont venir nous parler de la question de la division du vote, la division du vote indépendantiste. Est-ce qu'on vote avec sa tête, on vote avec son cœur? Est-ce qu'on vote avec ensemble, on s'occupe des vraies affaires? Est-ce qu'on se donne le go? Ça a l'air compliqué, tout ça. Fait que, donc, sans plus attendre, on va partir à l'émission. Donc, non pas Louis, puisqu'il n'est pas là ce soir, mais Mathieu, part la machine! Bonsoir, Sébastien Ricard. Salut. Bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir. Sébastien Ricard, vous êtes comédien, chanteur, on vous connaît bien en fait. Vous êtes membre de Loco Locas sous le pseudonyme Batlam. Vous êtes également militant, vous êtes un citoyen, un artiste impliqué pour plusieurs causes, progressistes, indépendantistes. Là, ce soir, on est en pleine campagne électorale. On voulait tout d'abord vous demander vos impressions sur cette campagne électorale. On a vu l'arrivée de Péladeau, il y a la question nationale qui est un peu plus à l'avant-plan. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe ces temps-ci? Avant toute chose, pour informer les auditeurs et les gens dans la salle, j'ai accepté de venir à cette entrevue, comme on se le disait tout à l'heure, bien avant que soient déclenchées les élections. Donc, je n'avais pas l'impression que j'aurais à me prononcer sur ces choses-là, mais ça me fait plaisir de le faire. Je me sens même privilégié. Il y a toutes sortes de gens qui auraient sans doute des choses plus extraordinaires que moi à dire. Mais ce que je pourrais dire, c'est que il me semble que pour un souverainiste et un indépendantiste, j'en suis un, c'est pour le moins la démonstration qu'une certaine façon de faire ou de concevoir l'indépendance est en train de mourir sous nos yeux, en fait. C'est ce que je dirais. Premièrement, je crois que l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau a créé le temps d'une avant-midi, un retour d'une possible réémergence de la stratégie du référendum, mais force est d'admettre que ça n'a vraiment pas duré longtemps. Les sondages du surlendemain nous ont montré en fait que finalement tout l'électorat caquiste a plutôt passé l'arme du côté libéral. Et donc, pour moi, puis ensuite de ça, il y a eu toute cette valse hésitation du Parti québécois qui, de toute façon, nous a beaucoup habitués à ça dans les dernières années, mais qui n'arrive jamais à parler ouvertement de cette question-là parce que de toute façon, elle n'est pas préparée, la première ministre, à répondre à ces questions-là lorsqu'elles deviennent vraiment précises sur qu'est-ce que ça veut dire un pays indépendant, avec les frontières, la monnaie. Donc, on a le droit de l'improvisation, puis ça donne quelque chose qui est un peu pitoyable, en fait. Mais foncièrement, puis fondamentalement, j'en ai pas du tout contre les gens, les candidats, la première ministre, Mme Marois, ou même la classe politique en général. Je pense vraiment que, comme je le disais en amorce, là, c'est pour moi l'échec d'un système politique, en fait. Et d'une certaine manière, je me réjouis de ça. Oui, je me réjouis de ça. Vous avez parlé de Loco Locas en entrée d'introduction lorsque vous parliez de moi. Puis le dernier disque de Loco s'appelle « Le Québec est mort, vive le Québec ». On nous a souvent demandé qu'est-ce que signifiait ce titre-là. Je crois que de plus en plus, je comprends moi-même ce qui signifie. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a la fin de quelque chose au Québec auquel on assiste. Et ces élections-là sont pour moi une autre démonstration de la fin de quelque chose. À présent, est-ce qu'on pourra être prêt à prendre le relais? Et puis je crois que maintenant, dès maintenant, il faut penser à qu'est-ce qui va suivre. Et en ce sens-là, c'est ce qui m'intéresse profondément, moi. En fait. Sommes-nous prêts? Oui, justement, sommes-nous prêts? Est-ce que justement, cette implication-là que vous avez manifestement dans la vie politique du Québec, comment est-ce que ça peut influencer les choix de projets artistiques
qui remplissent votre agenda cette année? Comment est-ce que ça peut... comment un artiste qui veut, en fait, faire agir la société, agir sur la société, traduit ça dans sa démarche artistique? Bien, avec Loco, on l'a fait assez clairement. Là. Je veux dire, le groupe existe principalement parce qu'on avait tous un souci pour la question nationale québécoise. Ce qui a été la beauté de la chose, c'est qu'on avait aussi le même genre de musical de prédilection, les trois. Donc, puis c'était un genre émergent au moment où on a décidé d'en faire, particulièrement au Québec. Donc, puis le rap a toujours été la parole des sans-voix, des gens qui n'avaient pas de tribune, en fait. Donc, le Québec, dans ce contexte-là, se prêtait tout à fait à cette expérience artistique et politique-là. Donc, moi, j'ai toujours vu l'art et la politique comme des choses profondément liées. Et plus j'avance dans la vie, plus je trouve que c'est, pour moi, absolument indissociable. Je crois pas, mais je le dis, puis je veux pas accuser personne, là, mais je comprends pas qu'un artiste ne puisse pas avoir réfléchi ou... Pas seulement réfléchi, mais je vois pas comment un artiste puisse avoir une parole artistique sans l'enraciner dans une réflexion autour de cette question-là. Ça ne veut pas dire un artiste prendre position pour un parti politique ou quoi que ce soit, mais je veux dire, c'est une question pour moi qui est incontournable. Et l'artiste doit parler de sa société dans son entièreté. Donc ça, c'est indéniablement quelque chose qui fonde la société québécoise. Donc. Est-ce que vous trouvez qu'en 2014, les artistes québécois sont pas plus en suffisamment impliqués ou qu'ils sont plus ou moins qu'avant? On connaît toute la mouvance des années 70. Mais c'est ça, mais tu vois, dans les années 70, puis c'est pour ça que je parlais de quelque chose qui est en train de finir. Dans les années 70, il y avait un momentum politique qui était beaucoup plus populaire de toute façon. Hein. L'émergence du Parti québécois, sa première élection, sa deuxième ensuite, le référendum de 80 sont des phénomènes qui étaient profondément populaires. C'est plus du tout le cas. Le Parti québécois et la classe politique en général n'ont plus beaucoup d'assises populaires. C'est un grave problème. Je veux dire, le taux de participation des gens dans les consultations publiques et politiques, ils sont de plus en plus bas. On a juste à prendre les élections municipales, les dernières, c'est alarmant quand même. Mais c'est pas seulement alarmant, ça dit quelque chose, ça exprime à mon sens, le fait que le peuple québécois ne se sent plus dans la game, tu comprends-tu? Il est plus partie prenante de cet échéancier politique-là, puis à mes yeux, c'est un grave problème. Puis ce qui est très grave, c'est qu'on n'ouvre pas les yeux là-dessus, tu sais. Mais en même temps, je pense que c'est difficile d'ouvrir les yeux là-dessus. Ça demande une remise en question qui, nécessairement, peut blesser des égos. Écoute, quand tu as construit ta vie comme politicien, en l'échafaudant sur une stratégie qui s'avère en cours de route plus la bonne, c'est très difficile de remettre en question ça quand tu as mis tellement de temps là-dessus. Mais si on a tous à cœur vraiment le destin politique du Québec et sa vraie liberté, je pense qu'on est capable, comme Québécois et Québécoises, de remettre en question vraiment fondamentalement ces choses-là. Et justement, vous êtes un tenant de l'idée et du projet de souveraineté populaire. Je me trompe? Absolument. Dans le cadre, je crois, des États généraux sur la souveraineté, où vous êtes impliqué, vous mettez de l'avant ce concept. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté populaire? Bien, la souveraineté populaire, ce n'est pas un concept, justement. C'est vraiment un fait. Je suis content de le dire dans ce salon-ci, avec le tableau là-bas, où on voit les patriotes qui, eux, avaient à cœur la souveraineté populaire. Invisible à vous, public. Parce que généralement, on peut parler de souveraineté, d'indépendance. On ajoute le qualificatif populaire, c'est quand même pas banal. Bien, en fait, je résumerais ça comme ça. Moi, je trouve que c'est l'histoire d'une idée qui a occulté un fait. La souveraineté de l'État, c'est une idée, c'est un projet. La souveraineté populaire, c'est un fait. C'est inaliénable, la souveraineté du peuple, tu comprends? C'est ce qui fonde la démocratie. Donc, le grave problème au Québec, à mes yeux, c'est d'avoir mis le projet et de prétendre que le projet va réaliser le fait. C'est incroyable quand même que de dire que la souveraineté de l'État va réaliser la souveraineté du peuple. Grave problème, c'est les peuples qui fondent les États, c'est pas le contraire. Au Québec, on est vraiment dans la charrue avant les bœufs. C'est un grave problème. Et je crois que lorsque je dis
et que je parle de la désaffection du peuple au sens large, de la classe politique et des projets politiques, je crois qu'il s'exprime par là cette inconséquence de la politique québécoise. Par exemple, le fait que la Constitution canadienne s'impose au Québec depuis plus de 30 ans et que tous les partis à l'Assemblée nationale refusent de ratifier cette Constitution-là, mais continuent néanmoins à faire la politique à l'intérieur de ce cadre qui n'en est pas un, puisqu'il n'a pas été signé, tu comprends? Donc, il y a quelque chose de profondément absurde dans cette logique-là qui, à mon sens, est à remettre en question. Donc, la souveraineté populaire, pour moi, c'est quelque chose qui est un fait, qui est une réalité d'ici maintenant et qu'il faut consacrer dans une constitution. Une constitution qui a pour principe moteur fondamental, cardinal, la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, ce doit être la chose qui est inaliénable et qui est consacrée dans un acte légal qui s'appelle la Constitution. Donc, en ce sens-là, je crois que la Constitution n'est pas juste une espèce de vague projet qui, au terme d'une consultation nationale dans un livre blanc, deviendrait peut-être hypothétiquement une chose qu'il faudrait faire. Je pense vraiment, à mes yeux, que c'est une incontournable. C'est le contrat social. Bien, c'est le contrat social ou c'est la convention collective pour les syndiqués. C'est quelque chose qui fait en sorte que les choses sont claires entre nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour construire un momentum comme ça dans la rue au moment où on sent justement que quelque chose meurt? Comment nous, en tant qu'artistes, en tant que militants, comment on fait pour repartir la machine? Très bonne question. Mais moi, je trouve que le printemps érable, par exemple, est un grand moment de mobilisation populaire qui a été mal compris par la classe politique. Je veux dire, ça m'a vraiment étonné de voir comment le Parti québécois, devant un tel soulèvement qui n'était pas destructeur, contrairement à ce que beaucoup de médias ont voulu le faire croire, qui était littéralement lumineux. Là. Ce qui s'est passé pendant ce moment-là était extraordinaire. Que la classe politicienne ait réagi d'une manière institutionnelle à quelque chose comme celui-là, et à plus forte raison que le Parti québécois, je m'excuse de le diriger directement mes attaques sur lui, mais je trouve que le Parti québécois, dans ce contexte-là, a eu une réaction très surprenante. C'est-à-dire que devant le soulèvement populaire, devant l'émergence d'une voix littéralement subversive et qui contestait l'ordre établi, d'avoir joué la carte de l'institution, pour moi, c'est très, 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 très étrange. Et je trouve que c'est pas rassurant, en fait. Au fond, est-ce que le Parti québécois est un parti institutionnel? C'est la question que je me posais après ça. Donc, d'une certaine manière, je crois que pendant ce printemps-là, il y a eu une réelle mobilisation et que des forces conservatrices que je ne soupçonnais pas ont tenté d'étouffer. Donc, même de se l'approprier pour mieux l'étouffer, on pourrait dire. Oui, on pourrait dire ça aussi, c'est vrai. Comment on pourrait imaginer justement un mouvement artistique? C'est sûr qu'on ne peut pas reproduire l'histoire, mais dans une notion un peu cyclique des choses, un peu cyclique du temps au Québec, comment est-ce qu'on pourrait imaginer des actions concrètes maintenant qu'on est après le printemps érable, maintenant qu'on est en pleine campagne électorale, maintenant qu'on est dans un contexte de livre blanc puis de gens qui parlent d'assemblée constituante? Comment on peut ramener ça vraiment concrètement dans la rue? C'est une bonne question. Écoute, très bonne question. Parce que c'est ça, ce que tu dis est très juste, c'est qu'au fond, il y a le concret, il y a les élections, il y a ce qui se passe, il y a le vote qu'il faudra faire le 7 avril prochain. Malgré tout, il y a... Mais bon, tu vois, moi, par exemple, je fais partie des États généraux sur la souveraineté. Je veux dire, d'une certaine manière, je le vois parce que j'entends mes amis à qui j'en parle qui considèrent vraiment ces expériences-là ou ces projets-là comme complètement déconnectés, parce que c'est vraiment la vision que beaucoup de gens ont sur ça, tu sais, parce que finalement, les États généraux ont eu absolument pas d'audience dans les médias, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Mais malgré tout, pour moi, ça demeure un endroit de réflexion très féconde. Tu sais, j'ai la chance de côtoyer des gens, par exemple, sur l'enjeu de la constituante, de la Constitution, des gens qui réfléchissent à ça depuis très, très longtemps. Donc, c'est pas seulement pour avoir leur expérience, mais c'est pour me demander avec eux qu'est-ce qui fait que depuis 50, 60 ans, et lorsqu'on lit, par exemple, le dernier livre de Marc Chevrier sur la République, on se rend compte que la République, la souveraineté populaire sont des notions qui traversent l'histoire du Québec, mais qui ont tout le temps été enterrées, qui ont tout le temps été mis sous le boisseau. Et donc, qu'est-ce qui explique cette émergence d'un phénomène vraiment révolutionnaire et systématiquement et cycliquement, pour reprendre tes mots, son enterrement, son renfermement? Et donc, moi, je trouve ça intéressant d'être là
malgré le peu d'audience, d'être avec des gens qui réfléchissent et qui ont, comme moi, à cœur le destin politique du Québec. Je trouve que c'est des manières de vraiment peut-être réfléchir à ça. Ceci dit, en contrepartie, avec mes amis du Moulin à Parole et de nous, l'événement qu'on avait organisé au Monument National en 2012. 2012, le 7 avril 2012, au Monument National. On avait organisé un marathon de prise de parole sur la signification du mot « démocratie » au Québec. Donc, il y avait eu 12 heures de temps, cette prise de parole citoyenne-là. Puis, donc, avec ces amis-là qui sont dans aucun parti politique, qui font partie d'aucune organisation politique, on réfléchit activement, on se rencontre à toutes les semaines pour réfléchir à ça. Donc, être artiste, c'est une chose, être avocat, médecin, journaliste, décrocheur, mais on est avant tout des citoyens. Puis je trouve que c'est un contexte en ce moment dans lequel on est où les citoyens et la société civile a vraiment, vraiment beaucoup à faire, en fait. Bien, Sébastien Ricard, merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'était un plaisir. Et tout de suite, on va passer au débat présenté par Vigile sur la question de la division du vote indépendantiste. Coupé! Et nous sommes de retour pour un débat sur la question de la division du vote indépendantiste dans le cadre de la présente campagne électorale. Nous sommes avec Jean-Claude Pomerleau. Jean-Claude Pomerleau, vous êtes analyste politique à vigile.net. Donc, je rappelle, ce présent débat est présenté par vigile.net. On a également, à ma droite, M. Florent Michelot, diplômé en sciences politiques à Lille 2, doctorant en sciences politiques à Lille 2 également. Vous êtes militant, vous êtes citoyen canadien depuis 3 mois environ. Vous avez prêté serment à Rennes? Toute une expérience aurait mérité une analyse sociologique probablement. Est-ce que vous avez croisé les doigts derrière votre dos en prêtant serment à la reine? Ben, c'est-à-dire que si je révélais quelque chose, ça pourrait passer pour un parjure. C'est vrai. OK, on reste sur nos gardes quand même. Mais bienvenue à l'émission, à tous les deux, messieurs. Merci. Alors, abordons tout d'abord, pour vous, quel est l'enjeu des présentes élections? Pour moi, l'enjeu de la politique, c'est le contrôle de l'État. OK? L'État, c'est le véhicule qui va nous mener à la souveraineté. L'État du Québec. L'État du Québec, dans les derniers 10 ans où les libéraux étaient là, il a été pillé systématiquement. Okay? J'ai fait des recherches, j'ai publié des textes sur la Caisse de dépôt, sur l'Hydro-Québec. C'est systématique, leur approche. Eux, ils sont passés, mettons, du Parti libéral corrompu à celui de la trahison nationale. Alors, c'est ça, là, notre perspective, c'est de voir réapparaître Philippe Couillard et sa clique, OK, reprendre le contrôle des leviers de notre État. Alors, c'est ça l'enjeu. Monsieur Michelot? Ben, c'est-à-dire que, contrairement à ce que dit Mme Marois, effectivement, le but d'une élection, c'est de parler de notre avenir. Quoi qu'il en soit, ça passe effectivement par la prise en main des institutions démocratiques, puisque ici, on est tous des légalistes. On croit, d'une certaine manière, aux institutions. Après, il faut poser la question aux partis politiques. Certains partis politiques considèrent qu'il s'agit principalement de prendre le pouvoir pour gérer une province éventuellement qui deviendra un pays, ou faire l'indépendance. Malheureusement, je ne crois pas que l'ensemble des partis politiques soient suffisamment engagés dans la démarche indépendantiste. Et à mon avis, moi, c'est le principal, c'est le nœud du problème, ce qui nous ramène à la discussion de ce soir. Donc, on parle justement de division du vote. Bon, on contextualise un peu la situation. Donc, on parle d'un parti, disons, plus massif, le Parti québécois, qui se veut rassembleur de tous les votes indépendantistes, et de partis alternatifs. On peut penser à Québec solidaire, à Option nationale ou à d'autres plus petits, qui seraient donc hypothétiquement là pour distraire les électeurs de la véritable option souverainiste. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce postulat? Moi, ce que j'ai à dire, c'est que pour le contrôle de l'État, il y a 2 choix véritables. Il y a 2 partis qui ont l'expertise de gérer un État, OK? Et puis qui peuvent y accéder. Les autres, ce n'est pas le cas. Et donc, ils viennent jouer dans cette dynamique-là. Donc, le choix, c'est on met-tu le Parti libéral au pouvoir ou
on garde le Parti québécois au pouvoir. C'est sûr qu'il y a des problèmes de compréhension dans la marche qu'on fait vers la souveraineté. OK? Je pourrais vous dire, grosso modo, là, on a une fixation référendaire là, qui nous tue. OK? Ce n'est pas le référendum qui mène à la souveraineté, c'est la souveraineté qui mène au référendum. OK? Il y a peu de gens dans le mouvement souverainiste qui comprennent que quand on obtient un mandat de gouvernance souverainiste dans le régime parlementaire britannique, on a le mandat légal, légitime de faire tout pour atteindre cet objectif-là. On n'a pas besoin d'autre chose. Le référendum est une formalité qui vient finir une démarche. OK? On le voit là, dans cette élection-là. Si on perd le contrôle de cet État-là, c'est à cause que le référendum est arrivé. C'est un repoussoir, le référendum. Donc, pour vous, il faut donner le pouvoir au Parti québécois, le contrôle de l'État au Parti québécois pour... Le choix, il est existentiel. Il faut bien le comprendre, là, OK? Et il faut comprendre le jeu des autres petits partis. Dans le cas de Québec solidaire, OK, ce parti-là est une fraude politique. OK? Oui, il est contrôlé par des gens qui ne sont pas souverainistes et il y a des noyaux là, qui contrôlent la doctrine politique de l'intérieur, OK, qui, eux, vomissent sur la nation. Ça, il faut que ça soit clair. Là. Merci. Okay? Monsieur Michelot, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Bon, on est tout à fait d'accord qu'il y a une question existentielle qui est, que tout le monde reconnaît, et je dirais même au-delà des partis indépendantistes. Ceci étant, pour revenir sur le rôle du Parti québécois, il est important de considérer que le Parti québécois, s'il se veut rassembleur, c'est une responsabilité à assumer. Si le Parti québécois doit assumer cette responsabilité, il ne s'agit pas de dire, et puis c'était l'objet du texte que j'ai publié la semaine dernière dans Le Devoir, non pas de faire l'accession au pouvoir sur un hypothétique centre, puisque le centre, dans le fond, va déplaire aux gens de gauche, va déplaire aux gens de droite. De toute façon, c'est un projet politique à proprement parler qui nécessairement cristallise des désaccords. Le seul moyen pour le Parti québécois de réussir à fédérer ce mouvement souverainiste, c'est de parler de l'indépendance. Et puis je suis d'accord sur le fait que le référendisme, dans lequel on est complètement engoncé depuis 30 ans, 40 ans, ne nous aide pas à avancer. Il n'en demeure pas moins que, comme le disait Sébastien Ricard précédemment, on est à un point de jonction. Et puis pour reprendre l'analyse de Gramsci, on est dans une situation de crise profonde où, je cite, le vieux ne veut pas mourir et le jeune ne peut pas naître. Et là, il faut sortir du régime parlementaire britannique dont vous parliez à l'instant, parce que le projet indépendantiste est un projet fondamentalement révolutionnaire. Il est fondamentalement subversif. Il serait complètement erroné de croire que l'on pourrait y parvenir simplement, facilement. Ce sera difficile. Ça ne nécessite pas nécessairement de retourner l'État, mais cela implique par contre une prise de contrôle de l'État beaucoup plus importante que 63 sièges à l'Assemblée nationale. Et je rejoins effectivement le propos de Batlam plus tôt. Oui, ça prend une souveraineté populaire, et ce n'est certainement pas en infantilisant les électeurs de Québec solidaire, d'Option nationale, et puis pourquoi pas de nationalistes qui se retrouveraient au Parti libéral ou à la CAQ. Ce n'est certainement pas en infantilisant leur geste électoral qu'on les ramènera de nouveau dans le giron indépendantiste. Mais dans cette logique-là, combien d'élections ça prendrait, en fait, pour avoir une majorité d'indépendantistes à l'Assemblée nationale qui suivent cette logique? C'est une excellente question. Et je vous dirais que la question sous-jacente, dans le fond, c'est le processus électoral. Là encore, dans une logique complètement absurde, complètement aberrante, on a décidé d'intégrer le vote uninominal à un tour, qui est une absurdité démocratique. Une absurdité démocratique. Alors certains vont dire, la proportionnelle, ce serait peut-être favorable. Que je sache, ça n'existe que dans un seul pays, Israël, qui est dominé par un bipartisme. Mais c'est certainement pas le Parti libéral qui et effectivement, le Parti libéral serait probablement majoritaire. Cependant, comme je le disais, le système électoral proportionnel, c'est une exception. Généralement, on assiste à des outils de correction de la proportionnelle qui permettent de donner une prime qui est au parti qui arrive premier. Donc non, je pense qu'on pourrait trouver un système innovant d'élection, mais
Il n'y a pas de défi qui ne puisse pas être relevé par l'imagination humaine. Mais en tout état de cause, moi, je pense qu'on se trompe complètement à vouloir réemployer ce que le parlementarisme britannique a inventé à la Renaissance. On est en 2014. Oui. OK. Bon, ça, c'est bien beau, là, l'idéal démocratique, mais en fait, on est dans un cadre, le cadre statutaire dans lequel on est nous sert très bien. Pourquoi? Parce que les habitants qui ont 400 ans d'histoire, là, il y a un levier à partir de ce système-là qu'il faut utiliser. Ouais, Maintenant, vous avez tout à fait raison. Hein. Les leviers ont bien montré leur intérêt depuis 40 ans. Juste une seconde. Monsieur Pomerleau. OK. Concernant la proportionnelle, un autre idéal démocratique, OK? Mais dans la vraie vie, la proportionnelle, on aura encore les libéraux alliés aux caquistes, au pouvoir, qui seraient en train de continuer à piller l'État. OK? C'est ce que je viens de vous dire, Monsieur Pomerleau. À l'instant même, la proportionnelle, c'est une exception. Il y a d'autres moyens d'élection. Il y a des systèmes d'élection à 2 tours. Il y a des systèmes de proportionnelle avec prime au premier, etc. Je vais juste dire, parce que je répondais à l'argumentaire de Québec solidaire qui nous arrive continuellement avec ça. On n'est pas là pour parler de Québec solidaire. Non, on est là pour parler des choix à faire dans cette élection-là qui est existentielle et de la présence de Québec solidaire et de sa véritable motivation et la conséquence que ça va avoir s'il arrive à faire part le Parti québécois. On s'en va, là, OK? Quand on dit il y a quelque chose qui se meurt, là, ici, c'était Sébastien qui était là. OK, Sébastien Ricard nous dit qu'il y a quelque chose qui se meurt, mais le quelque chose qui se meurt, c'est la nation du Québec présentement. OK? Et là, les gens n'ont pas conscience de ça. OK? Bon, c'est ça. Ils sont dans des débats d'intellectuels, puis ils sont sûrs que la politique est faite d'idées. Non, la politique est faite d'intérêts, OK? Et de rapports de force. Et le rapport de force du Québec, là, il diminue constamment. OK? Il y a des forces de l'extérieur qui agissent et il y a les forces de l'intérieur. Alors, on a tous les réseaux médiatiques, les réseaux économiques, etc. Là, il y a eu un petit changement avec la venue de PKP, mais règle générale, on les a les trois. Les trois, politique, économique et médiatique contre nous. À l'intérieur même du mouvement, on a des tirs au flanc, OK, qui n'ont pas compris c'était quoi la game. Maintenant, on va revenir sur la question de Sébastien, c'est ça? OK? Oui. OK. Il y a un changement de paradigme, OK? Les gens, là, le référendum, puis l'idée qu'on peut obtenir un pays, OK, après avoir fait un concours d'art oratoire, puis de l'avoir gagné, puis compter des bouts de papier, là, ça, là, c'est du rêve. La réalité, là, c'est qu'on ne va pas fendre un pays du G8 en deux, un demi-continent au nord des États-Unis en faisant un concours d'oratoire que Gilles Vigneault contre les montagnes rocheuses. OK? Ça ne va pas arriver de même. La souveraineté n'est pas un souhait. La souveraineté d'un État, c'est une somme. OK? Une somme. En 1960, l'État du Québec, il s'est nommé. OK? On se souvient de Jean Lesage, l'État. Pourquoi il disait l'État? Parce qu'il découvrait la puissance des leviers de l'État. C'est pas ça qu'il en parlait. Il a retiré le mot province du vocabulaire administratif. Exactement ça. Depuis, on a perdu contrôle là-dessus. OK? On a perdu contact avec l'État. On est parti à la quête d'un pays imaginé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la problématique très, très complexe de vouloir rassembler les Québécois autour d'un parti qui parle peut-être pas à certains électeurs? Qu'est-ce qu'on fait avec cette idée de député qui représente un comté? Parce que c'est quand même ça le principe selon lequel on vit. Qu'est-ce qui arrive aux électeurs qui veulent voter pour le parti qui représente le plus leurs valeurs et que le Parti québécois ne représente pas leurs valeurs, mais que ces électeurs-là veulent quand même l'indépendance du Québec? Qu'est-ce qui se passe avec ça? OK. Non, c'est juste parce que depuis le début, je vous dis, l'enjeu, c'est le contrôle de l'État. OK? Alors, eux, ces gens-là, ils se disent, moi, j'ai des idées, je vote avec mon cœur, OK? La conséquence de ça, c'est qu'ils prennent l'État et ils le donnent à Philippe Couillard. Donc, okay? Vous encouragez là, le vote stratégique. Tu continues à rêver, là, mais tu viens de causer un drame. C'est une fatalité pour la nation. C'est tout. Donc là, vous amenez, en fait, les Québécois et les Québécois à voter stratégique. Non, à voter pour le seul parti souverainiste de masse qui peut gérer l'État dans le contexte historique où nous sommes. C'est pas compliqué, OK?
C'est ça OK. que c'est. Monsieur Michelot? OK? On ne peut pas s'égarer. Là. On Merci. s'égare, on n'y revient plus. Merci. Monsieur Michelot? Malheureusement, je ne comprends pas où est-ce que vous souhaitez aller. Vous venez de le dire à l'instant même, le seul parti en mesure de gérer l'État dans le contexte actuel. Si le Parti québécois nous dit à compter d'aujourd'hui, nous souhaitons gérer une province, parce qu'il faut le dire avec les termes juridiquement exacts, nous sommes une province, on a beau se dire nation, nous restons une province juridiquement. Si le Parti québécois veut faire cela, qu'il le dise très bien, et on partira sur ces bases-là. Oui, ça c'est un bon point parce que personnellement, si j'étais un de conseiller depuis longtemps, OK, depuis janvier 2008, j'ai publié un texte dans Le Devoir. Le référendum est un repoussoir. Enlevez-les de là, OK? On va progresser. Quand la somme, OK, de ce que constitue l'État, en 1960, l'État se nommait dans l'agir, OK? L'État agissait, puis on le voyait apparaître, OK? Alors, on a tout simplement continué là-dedans, OK? L'État se nomme. Tantôt, Sébastien nous parlait de la souveraineté populaire, Je l'invite à lire la loi 99 de l'an 2000, qu'à peu près personne connaît dans le mouvement souverainiste. Il n'est pas question de province là-dedans, mais d'État et de peuple. Non. Là, l'État se reconnaît de fait en 1960, se reconnaît de jure en l'an 2000 par la loi 99, et c'est le peuple qui est souverain. Alors, Mais sans conséquences juridiques. Hein? Sans conséquences juridiques. Non. C'est une déclaration d'intention. Non. Mais oui. Non, c'est une loi statutaire qui... Mais une loi peut être une Laissez-moi déclaration terminer, ça va d'intention. prendre ce qui est le 30 cas. secondes, OK? Avec plaisir. OK, on est dans les statuts de l'État, OK? C'est une loi statutaire. Quel est le rôle de cette loi-là? Répondre à la loi C20, OK? Au nom du principe d'équivalence dans la doctrine d'État. Tu ne réponds pas à une loi par un souhait, par un vœu ou par une déclaration. Tu réponds à une loi d'un État par une autre loi d'un État. Alors là, on est en train de définir l'État du Québec. Ça, c'est la pièce essentielle de la Constitution du Québec. Donc, on peut en venir aussi à la Charte, OK? La Charte des valeurs, OK? Pas la Charte de la laïcité. La Charte des valeurs, c'est une autre composante. Justement, avant de passer à cette autre composante-là, vous, vas-y. M. Michelot, qu'est-ce que vous avez à dire aux citoyens et citoyennes qui ne se sentent pas représentés par le Parti québécois, dont les valeurs ne se reflètent pas dans ce parti-là? Est-ce que vous croyez qu'ils devraient voter stratégique? Définissons ce que peut être la stratégie. Définissons intéressant. d'abord ce que peut être la stratégie. Moi, j'ai aucune intention, justement, d'infantiliser un électeur ou de lui demander d'aller voter à contre-cœur, d'aller voter à rebours, d'aller voter par dépit. Qu'est-ce que vous voulez dire Ça, par infantiliser un électeur? C'est-à-dire de lui dire, écoute, tu as des convictions, tu as un choix que tu ferais intuitivement en fonction de ce que tu as lu, de ce que tu as discuté avec tes proches, mais celui-là n'est pas le bon. Écoute plutôt ce que disent la majorité des gens, en l'occurrence les deux grands partis que semble apprécier monsieur, le Parti libéral et le Parti québécois, et vote en conséquence. Mais ne regarde pas le reste. Mm-hmm. Donc, d'après vous, ça, c'est pas une stratégie viable? Mais ça nous force, dans le fond, à rester médiocre intellectuellement. Hein? C'est aussi simple que ça. Donc, on pour force à la aspirer- médiocrité. Mais est-ce que, tout de même, M. Pomerleau fait appel au réalisme? Bon, tantôt, vous parliez, par exemple, du mode de scrutin. Il faut bien le changer. Il faut bien qu'il y ait un gouvernement en place pour le changer, par exemple, ce mode de scrutin-là. Alors... C'était dans le programme du Parti québécois dès sa fondation en 68. Bon, malheureusement, en dépit du fait qu'il avait tous les leviers nécessaires pour modifier cela, il ne l'a pas fait. Okay. Pourquoi? C'est bien dommage. Mais je veux revenir sur la question de la gestion de l'État. Si le Parti québécois, là encore, nous dit qu'il veut gérer l'État québécois et non pas faire l'indépendance, de facto, ça valide l'existence de Québec solidaire dans l'esprit de ceux qui considèrent que Québec solidaire est un parti de gauche avant d'être un parti indépendantiste. Okay. Juste pour dire, là, quand on prend le pouvoir, on gouverne, OK? On agit et on ne parle pas. OK? Ça, là, on est dans la vraie politique. On agit, on ne parle pas. OK? On fait la souveraineté avec des actes d'État. OK? Ces actes d'État-là sont limités à les choix qu'on a où on a des rapports de force favorables. Sur la charte,
on l'avait. Sur la langue, on ne l'a même plus. Ça vous donne une idée de comment on décline? OK? Alors, donc, c'est ça, la somme de ça qui va mener à la souveraineté. Rien d'autre. C'est OK? juridiquement improbable. Vous m'excusez, Non, mais c'est juridiquement improbable. Qu'est-ce que vous voulez Dans dire le- par juridiquement improbable? Nous sommes dans le cadre constitutionnel canadien. Si vous ne voulez pas vous en défaire, avancer par étapes comme le veut la gouvernance souverainiste, ça va se heurter nécessairement in fine à la Cour suprême. Mais M. Oui, Pomerleau est plutôt dans la géopolitique ou le politique, au-delà Ouais, du juridique, en amont alors, du c'est juridique, évident je crois que bien. Mais regardons la loi 101, elle a Ouais. été retoquée plus d'une centaine de fois par les tribunaux. Donc on peut faire autant de coups de boutoir, autant de coups de menton que l'on souhaite en politique interne, ça n'ira jamais plus loin que ce que le gouvernement, ce que la Constitution canadienne veut bien. Oui, mais... Merci. Non, mais... Oui, il existe, OK. mais On va quand même pas commencer à faire des échanges Non, avec mais le public vous, pendant vous l'émission. avez parfaitement raison OK. sur Si vous permettez, la clause non-obstant. Cependant, elle n'est jamais utilisée, y compris par le gouvernement du Parti québécois, qui, encore sur la question de la charte des valeurs ou de la charte de la laïcité, a lui-même dit que probablement il ne l'utiliserait pas. OK, je vais vous dire. Là. Premièrement, la loi 99 est contestée. OK? C'est la loi. Le Québec se reconnaît comme un État. Le peuple est souverain. OK? Je ne sais pas pourquoi ils cherchent encore, là, mais c'est là. C'est statutaire. OK? Et ça, c'est un conflit de légitimité entre deux États. OK? La Constitution canadienne et cette loi 99-là. La Constitution canadienne, la chef de l'État, le peuple n'est pas souverain. Le peuple est sujet. C'est a piece of property de la reine d'Angleterre. OK? Ici, la loi 99, le peuple est souverain. Donc, vous avez un conflit de légitimité. Ces conflits-là, il faut les accumuler jusqu'à ce qu'il y ait une somme. Toujours la somme. OK? Dans le cas de la charte, OK? Là encore, si on a un appui sérieux, la charte, elle, qu'est-ce qu'elle fait? La loi, la Constitution canadienne, OK? La Charte des droits, la clause d'interprétation de la Charte des droits, c'est la doctrine d'État du Canada, c'est le multiculturalisme qui a la primauté, OK? Alors vous avez une Charte des droits modifiée au Québec. C'est pour ça que ça s'appelle une Charte des valeurs et non une Charte de la laïcité. C'est nos valeurs. Donc, nos valeurs là, vont être placées de manière statutaire dans l'État. OK? Donc, là, vous avez un autre conflit de légitimité. Avec le temps qui nous Comprenez-vous? reste, Oui. vous, M. Michaud, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos-là sur la Charte des valeurs québécoises? Sur la charte des valeurs québécoises, bon, malheureusement, ça me semble un épiphénomène. À titre personnel, je la trouve globalement positive. Je suis pas Mais transigeant. elle vient en contradiction avec l'ordre canadien, non? Oui, elle vient en contradiction avec l'ordre canadien, mais là encore, Visiblement. on va se retrouver devant la Cour suprême puisque le Parti québécois ne veut pas. Ne veut pas brandir la clause non-obstant. Donc bon, voilà, c'est QFD, on revient au point de départ de cette discussion. Moi, je vous m'excuserai, j'aime pas trop faire ça, mais j'aimerais lire un petit élément d'un ancien conseiller politique du Parti québécois. Si vous me le permettez, j'aimerais retrouver... Qui est-il? Je vous le dirai après. C'est un peu pervers, mais effectivement, pour que le PQ gagne les prochaines élections, ce n'est pas à Québec solidaire qui doit piquer des voix, mais plutôt au Parti libéral. Ce n'est donc peut-être pas un mal pour le PQ qu'il existe sur sa gauche une force qui lui sert de repoussoir dans une partie de l'électorat. Ce grand stratège péquiste, c'est Jean-François Lisée qui me confiait ces mots-là en 2009. Je trouve ça assez surprenant que 5 ans après ces propos-là, M. Lisée soit le premier à taper durement sur Québec solidaire, alors que dans cette même entrevue qu'il m'accordait, il disait qu'il était prêt à signer 90% du programme de Québec solidaire. Et pourtant, dans ces 5 années, Québec solidaire a progressé de quoi? 3%, 4%? On ne peut pas dire qu'ils ont pu être subjugués par une avalanche Québec solidaire en 5 ans. Une augmentation de 3 points, 4 points, ils auraient pu jouer en conséquence. Mais là, finalement, ils découvrent soudainement que Québec solidaire devient un parti excessivement dangereux qu'il faut combattre et qui, en raison du système électoral britannique que le Parti québécois n'a jamais voulu remettre en cause depuis 40 ans, il se retrouve Grosjean comme devant. Monsieur Pomerleau, en Oui, finissant. ça ne change rien au choix qui est là, qui est existentiel, OK? Et à un moment donné, il faut sortir du rêve, là, et des espérances inatteignables là, par rapport à tout le programme là, à court terme.
la réalité, là, c'est qu'on a à faire un choix à qui on confie l'État, là, le 7 avril. Et je vous dis ceci, OK? Si le Parti libéral prend le pouvoir, ils vont pouvoir faire ils vont en discuter longtemps, là, mais grosso modo, la nation s'en va. C'est fini. On est à la limite des limites, OK, de notre capacité d'existence. Si on lâche les leviers de l'État, it's over, OK? Alors moi, mon adversaire, c'est pas le Parti québécois. Mon adversaire à moi, c'est Philippe Couillard. Et présentement, il y a un site qui est en ligne, OK, dossier Philippe Couillard, OK? Ça, j'aimerais ça, les gens qui nous écoutent, là, prenez ce site-là, propulsez-les, OK? Ça, c'est de l'action que vous pouvez faire pour sauver votre État. C'est on ne peut plus clair. Donc, on vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce débat Merci assez fondamental. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour ce spécial débat de la liberté à la porte, Maxime. On remercie très fort nos trois invités de ce soir. Et oui, tout à fait, Sébastien Ricard, Florent Michelot également de Vigile.net, Jean-Claude Pomerleau. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, mercredi, 18h pour ceux qui souhaitent assister à l'enregistrement devant le public, 18h, 82 rue Sherbrooke-Ouest. Sinon, envoyez-nous vos commentaires, vos questions, vos j'aime. C'est toujours bienvenu. Merci, à la semaine prochaine. Bonne soirée.